Nous en avons aussi parlé, le nickel connaît une crise particulièrement grave, l'effondrement des cours, une concurrence sauvage entre les différents acteurs. Ici, il y a des choix d'investissement qui ont été faits. La situation n'est pas la même puisque ce n'est pas la SNL et Eramet qui sont directement concernés, mais nous en avons parlé, nous suivons attentivement. Bercy, le ministère des Finances à Paris, est attentif aux attentes de la province Nord. Il faut passer bien sûr ce cap très difficile lié à la crise pour privilégier ensuite les investissements et la modernisation de l'outil de production. Ici, je trouve beaucoup d'attention, beaucoup de sérieux, beaucoup d'engagement, et j'étais aussi bien sûr au-delà du dialogue que j'ai avec Paul Néautine, qui est de très grande qualité, que je respecte beaucoup, j'ai été très touché par l'accueil coutumier, par l'accueil que j'aurai dans un instant par les élus de la province Nord. Quel regard portez-vous sur le référendum à venir ? Écoutez, moi je suis très positif dans la mesure où quand on regarde bien et justement quand on lit les accords de Nouméa et dernièrement les signataires ont été à Paris discuter à nouveau du vote du scrutin, du référendum. Évidemment, le peuple en novembre 2018 se doit de voter. Donc, pour s'y préparer, les jeunes doivent aller dans les bureaux, aller dans les mairies, s'inscrire et bien évidemment connaître les parcours politiques de chacun, de chaque parti, et ils ont le devoir, la responsabilité de voter. Bien évidemment, voter pourquoi ? Ça, c'est ce que demande le Premier ministre, à savoir qu'il y a une demande et une volonté de la jeunesse calédonienne à savoir. Et nous devons... Et nous sommes obligés d'être transparents, d'être explicites sur ce qu'est le référendum. Et je crois que de surcroît, on a presque 2 ans d'expliquer à la jeunesse calédonienne que demain, ce futur est entre leurs mains, mais on se doit de donner un bel avenir avec des outils pour intégrer la jeunesse et dans leur formation. Donc évidemment, il y a des perspectives déjà qu'il faut déjà développer pour que cette jeunesse calédonienne puisse déjà être intégrée et participer à ce scrutin. Oui. Êtes-vous électeur calédonien ? Pour l'instant, je ne vais pas en Nouvelle-Calédonie puisque je suis résident en Europe, à l'étranger. Donc évidemment, je peux voter peut-être via l'étranger, mais je crois que je n'ai pas le droit puisque je ne suis pas résident en Nouvelle-Calédonie. C'est simplement ceux qui sont résidents en Nouvelle-Calédonie depuis 1998 qui ont le droit de voter. C'est tout à fait normal, ça je le respecte. Est-ce que vous êtes un homme de gauche ou de droite ? Je suis ni l'un ni l'autre, je suis neutre, mais actif pour le développement économique du pays, pour le développement social aussi du pays et pour la paix en Nouvelle-Calédonie. Dimanche s'est déroulée l'élection de la Fédération calédonienne de football. Quel message voulez-vous donner au nouveau président et son équipe ? Les délégués se doivent de savoir pourquoi ils votent un candidat, si ce candidat a un programme, a une stratégie, une vision pour le football néo-calédonien, parce que justement une fédération est comme une entreprise aujourd'hui. On ne peut pas manager une fédération sans avoir des acquis, sans avoir je dirais un savoir-faire sur le management des hommes, du terrain, mais aussi des finances, donc, et bien sûr des règles de la FIFA. J'espère que la fédération néo-calédonienne saura être, je dirais, responsable des votes, mais surtout, encore une fois, de la jeunesse calédonienne. Pourquoi je parle de la fédération et de la jeunesse calédonienne ? Parce que c'est aussi un outil d'intégration, d'inclusion, et surtout, c'est un outil pour le destin commun. Est-il envisageable que demain vous soyez élu président de la fédération ? Non, je crois que c'est... déjà, par respect, mais surtout par les règles, je
doit d'abord vivre en Nouvelle-Calédonie, être peut-être à Nouméa pour être plus être à côté et d'abord être élu. Mais je crois que ça c'est très loin. Je crois qu'il faut respecter ceux qui sont déjà sur place, qui ont beaucoup œuvré pour le football néo-calédonien. J'espère que les délégués vont bien choisir le candidat. À la demande des coutumiers de la tribu de Tiendanit, le Premier ministre, Manuel Valls, a échangé pendant 1 heure avec 6 jeunes de la commune de Yengen. La ministre des Outre-mer, Georges Paul Angevin, était aussi présente, ainsi que plusieurs membres de l'exécutif calédonien, dont le président du gouvernement, Philippe Germain. Durant cet échange, 4 thèmes ont été exposés par les jeunes: la formation, l'accès à l'information et aux multimédias, le foncier et l'environnement. Vous savez qu'ici, on est très axé sur le minerai, sur le nickel. L'arbre que vous avez planté tout à l'heure, c'est du santal. Aujourd'hui, le santal, c'est source de revenus pour bon nombre de populations. Sur les îles, ça c'est l'avenir. Ça c'est l'avenir. C'est la diversification. C'est ne pas être dépendant du nickel. Les déchets, que ce soit un peu plus propre dans l'avenir, que ce soit pour nous aujourd'hui ou surtout pour ceux qui vont venir, nos enfants. Parce que moi, personnellement, j'ai pas envie de laisser mes déchets pour les enfants. En tout cas, le message, c'est on veut totalement s'approprier notre terre, au sens on veut la préserver et en faire même un outil, grâce à la biodiversité extraordinaire de la Nouvelle-Calédonie. C'est vrai qu'on l'avait évoqué à la COP21, en faire un atout, une force pour le développement humain et pour le développement durable. Voilà. Parce que la majeure partie des jeunes qui sont là, ce sont, comme je vous l'ai dit encore, je vous le répète, ce sont des gens qui ont un lien à la terre, qui travaillent la terre. La terre, le dernier thème exposé. Les jeunes de Yengen vont formuler une demande au Premier ministre qui va surprendre l'auditoire. Puis comme voilà, on est dans une réserve, on est entouré de montagnes, mais tout autour, ça appartient c'est des terrains domaniaux. Donc ça serait possible. S'il peut rétrocéder quelque part de terre pour... La question de la terre, de la rétrocession. Question de Premier ministre, est-ce que vous croyez que le destin commun, il est possible de le bâtir? Nous, on a un souhait de partager ce qu'il y a ici avec des personnes qui arrivent, des personnes qui peuvent rester, mais toujours dans cet esprit-là, de respect, de préservation, parce que la commune est toujours l'objectif que la Nouvelle-Calédonie ne perde pas ses valeurs, ne perd pas cette richesse que les ancêtres se sont battus pour qu'on puisse avoir jusqu'à maintenant. On a été satisfait. Donc il a pu entendre, il a pu nous poser des questions, il a pu répondre à certaines de nos questions par des choses que nous ne savions pas, avec l'aide de certains responsables de notre pays. Donc dans ce côté-là, maintenant on attend de voir ce qu'on a demandé, on attend de voir les choses, comment ça va se dérouler, mais on est plutôt optimiste. La mairie ne peut pas améliorer au moins les transports? Nous avons eu comme projet de faire l'acquisition d'une barge pour desservir nos îlots du Nord et ces populations-là qui sont enclavées dans ces îlots. Et notre projet, on nous l'a demandé de le mettre de côté en instance parce que c'est un projet qui relevait de la continuité territoriale. Cependant, concernant la route qui est à l'intérieur de la commune de Poum, elle relève de la commune de Poum si je ne me trompe pas. C'est un budget important pour la commune. On ne peut pas l'assumer sur un seul budget. On est obligé de saucissonner les tranches de façon à le réaliser sur plusieurs années. Et ce tronçon-là de 7 km qui relie l'embranchement de Tiabet à Beaudepasse fait partie de ce plan-là. Mais pour cela, la commune doit participer à un pourcentage et le reste est financé par la province. Donc nous, on touche les subventions après avoir payé les travaux, qui nous permettent de payer après les travaux pour d'autres opérations. Et c'est comme ça que ça se passe. Et il faut savoir, il faut qu'on puisse emmener aussi notre participation parce qu'aucune opération n'est subventionnée à 100%. Donc c'est cet appel-là que je lance aussi à nos partenaires pour nous aider à améliorer les conditions de vie de nos populations sur les îlots.
Ces images datent de l'époque de l'indigénat, un temps où les Kanaks ne pouvaient circuler librement et privés de certains droits. Mais il y a 70 ans, le 3 mai 1946, la France mettait fin au code de l'indigénat. Jean Poitili revient sur le quotidien des Kanaks à cette époque. Je me rappelle, une fois on est passé, on était 2 ou 3 jeunes, on voulait traverser, mais il y avait un cavalier à Desbiens là. C'est un parage, il s'appelait, mais c'est parage. C'est pour ça que les fouets. Mais ils n'ont pas attrapé le général, ils ont planté un canon entre les bouches, ça traverse la barrière. 50 août, la route qui va à Vaud, là. Ouais. C'était interdit de traverser. Mais on fait quoi? On n'a rien avec nous, on n'a même pas un fusil, rien pour traverser. Mais je sais pas, on peut voir les petits Kanaks et puis voilà. Et en Vaud, tu vas pas tout seul. Moi, j'ai dit, moi le premier, je ne vais pas tout seul à Vaud. Voilà, quelqu'un avec moi, ou 2 ou 3 jeunes. C'est tous les petits colons de Vaud, là, ils me bombardent. Oui, maintenant, c'est mon repas maintenant. Mais à l'époque, oui, je ne vais pas voir un Kanak, je ne sais pas, je ne vais pas sentir un Kanak, je ne sais pas pourquoi. C'est sous la pression des autochtones que la France décide par arrêté de mettre fin au code de l'indigénat, une décision qui représentait un grand pas pour les Kanaks. Avec la suppression de l'indigénat, c'est la suppression de l'impôt de capitation que payaient tous les adultes Kanaks. C'est la suppression de ce qu'on appelle des impôts en nature comme les prestations, c'est-à-dire des journées de travail qu'on doit. Et c'est donc l'égalité en termes fiscaux entre tous les habitants de ce pays. Mais il faudra encore attendre 10 ans pour qu'ils obtiennent le droit de vote. Cette voiture, qui à première vue semble banale, est équipée d'une puce de géolocalisation. Elle fait partie des 19 véhicules géolocalisés que compte le parc automobile de la commune de Kaalagomen. Celle-ci est équipée de ce système depuis quelques mois. On nous a prévenu qu'il y aura des GPS placés dans les véhicules. Même nos gars du service technique, ils sont passés à tour de rôle au bureau du secrétaire général pour voir comment ça marche. Hein. On travaille normalement tout en sachant que nos véhicules sont équipés de GPS. Les véhicules sont suivis en temps réel sur l'écran du secrétaire général de la mairie. Les bandes de couleur témoignent de l'état de circulation des véhicules. Lorsqu'un véhicule est à l'arrêt, la bande est rouge. Lorsqu'il circule à moins de 10 km/h ou qu'il est immobilisé avec le moteur allumé, la bande est orange. Et lorsqu'elle est verte, cela veut dire qu'il circule. Là, vous voyez, hop, il a quitté Gomen ce matin. Voilà, on fait son trajet. Kaalagomen, tous les 3 minutes, il est repositionné. Ils ne sont pas arrêtés tout le long de la route et ils sont actuellement garés à Koné. On peut savoir à quelle vitesse ils ont roulé. Ils ont fait 90 km à une vitesse moyenne de 68 km/h. Voilà. Quand il y a une anomalie, Patrick reçoit par courriel des messages d'alerte. Une anomalie, c'est un véhicule utilisé hors des horaires de travail, ou quand un véhicule sort des frontières de la commune, ou encore lorsqu'il dépasse la limitation de vitesse à 110 km/h. Selon Patrick, un tel équipement permet d'avoir une atmosphère plus sérieuse et d'éviter les abus. La mise en place de cet outil de suivi des véhicules, ça fait partie un peu de ce qu'on appelle la rationalisation des dépenses publiques. On veut rationaliser, c'est-à-dire moins dépenser. Les collectivités, la province, la mairie, la Calédonie, l'État ont moins d'argent qu'avant, donc il faut essayer de faire aussi bien avec moins de moyens qu'avant. Certaines entreprises privées ou encore les communes comme Wailou et Kanala bénéficient de ce système de géolocalisation. Mais il n'est pas réservé qu'aux collectivités. Toute personne désireuse d'équiper leur véhicule peut le faire. L'installation de la puce coûte autour de 80 000 francs et il faudra débourser 2 500 francs par mois pour le suivi. Ce premier chargement est destiné à l'usine de Donyambo. Après 11 mois d'interruption, la SMP en charge du tâcheron et ses contracteurs sont soulagés. Aujourd'hui, ça nous satisfait, la reprise de chargement, parce que l'activité économique, elle s'en ressent. Les contracteurs, ils sont qu'à 25% d'activité. Les gens de Kuneka, la pastellerie, eux, depuis 11 mois, ils avaient 0. Donc tout ça, ça arrange tout le monde aujourd'hui. Sans pour autant que ce qu'ils nous ont assuré les coutumiers, donc ils ouvrent par souci de maintenir les emplois, mais eux, ils sont toujours en conflit avec la SLN.
Les activités sur site ayant été maintenues durant cette période, les objectifs 2015 ont donc pu être atteints. Sur les objectifs 2015, donc c'est 82 000 tonnes de minerais pour Doniambo, pour l'usine de Doniambo, à des teneurs de 2,50. Après, nous avons aussi 80 000 tonnes aussi pour l'export en petits minerais. Donc ça c'est du A60 et en gros 120 000 tonnes de latérite qui étaient destinées à QNI. Aujourd'hui, la SLN essaye de voir pour faire de l'export sur la Chine avec son partenaire chinois. Sur le flanc d'en face, au centre de Poro, même si les derniers stagiaires sont partis la semaine dernière, une petite activité est maintenue par les formateurs eux-mêmes. En parallèle de la formation, nous avons la partie production à assurer. Le fait que le port soit, enfin le WAF ait été réouvert nous a permis en fait c'est une bonne chose pour justement nous permettre d'écouler d'acheminer notre minerai. Même si les activités ont repris, la menace de fermeture est toujours d'actualité. Roger et ses cousins, pêcheurs dans l'âme, sont aujourd'hui sur le récif Tindach pour une partie de pêche. Aujourd'hui, leur principale cible est le dawa. Pour attraper un maximum de poissons, ils ont une technique particulière. Pendant que d'autres installent la scène, le reste de l'équipe joue les troubles faits dans l'eau. La première tentative est un échec. L'équipage se déplace donc sur le long du platier. Et là, les efforts sont récompensés. Au total, c'est une dizaine de dawas qui sont pêchés. Là, dans le uba, mbotamo puna pona mona wop. Jo na pon pana ben nyoma. Pas pana punya wop ma. Pakanga puyo yawon ma kanga jani. Ke pakama nur ra komela passer moi puna onni. Opération donc réussie pour ces pêcheurs qui vont pouvoir donner du poisson pour la fête de l'igname de leur district ce vendredi. L'épreuve de français durera 1 heure. On va vous laisser 1 heure pour rédiger ce que vous avez à rédiger. Et l'épreuve de mathématiques durera 45 minutes. C'est dans un silence de cathédrale et concentré que Damien se lance dans l'épreuve de français. Le défi ici, rédiger une 30aine de lignes sur un sujet touchant à l'éducation. À quelques minutes du top final, Damien est le premier à rendre sa copie. C'est facile, on a eu la chance d'avoir le choix des sujets. Il y a plusieurs sujets au choix. Après, c'est des sujets, c'est vrai que d'actualité, donc tu as forcément une opinion, tu as forcément un avis à donner sur ça, donc ça aide à la rédaction. Damien et ses camarades répondent à un test d'instituteur remplaçant.
En 1h45, ils doivent prouver qu'ils maîtrisent les contenus fondamentaux en français et en mathématiques. D'une part, on s'assure que les enseignants qu'on met en face des élèves ont le niveau requis, et d'autre part, on essaye d'avoir une vision à long terme et on essaye de sélectionner ceux que l'on pense pouvoir accompagner pour une réussite au concours d'enseignement du premier degré. Le dispositif d'accompagnement n'est pas encore défini. Il pourrait s'agir de formation. L'efficacité de l'enseignement, elle repose en partie en tout cas sur la stabilité des équipes enseignantes, et donc l'objectif là, à long terme, c'est de disposer d'enseignants de la province Nord qui resteront ici et enseigneront de manière performante et durable. Damien est encore une fois le premier à quitter la salle. Dans 10 jours, il aura les résultats du test qui définiront son classement. S'il est bien placé, il pourra être accompagné vers le concours. Il sera aussi prioritaire pour les prochains remplacements. Avec son titre de champion de France 2015, Nicolas Dion peaufine son entraînement au Ring Club de Païta où il est licencié. Son état d'esprit avant le combat qu'il opposera à son challenger, Johan Broyer. Une sorte de revanche que je vais faire samedi à Païta, parce que les conditions sont assez similaires à ceux de 2014. C'est-à-dire que j'ai rencontré un gaucher plus expérimenté que moi et à Païta. Donc pour moi, j'aime ça. Et bon, le boxeur n'est pas le même forcément. Broyer est un boxeur très expérimenté, il est pro depuis longtemps, il a boxé partout, contre de grands boxeurs. Donc maintenant, c'est à moi de prouver que j'ai passé un cap. On a travaillé sur ce qui n'allait pas. J'ai mûri dans ma boxe. Je suis un autre homme et je compte le montrer samedi soir. Pas de champion sans préparation physique. En France et en Nouvelle-Calédonie, 2 entraîneurs ont su coordonner leurs efforts pour offrir les meilleures conditions d'entraînement aux champions. Mon rôle, c'est surtout la coordination entre les entraînements qui sont mis en place en collaboration avec les entraîneurs du Ring Club de Païta, c'est-à-dire Nicolas Bastien et Henri Bastien. Et bon, ensuite, tout ce qui est fait est discuté, on se discute beaucoup entre nous. Et moi, disons qu'à Grenoble, je m'occupe et je mets en place ces entraînements que nous avons mis en commun. Avec Patrick Malaisé, on est en accord sur sa préparation. Donc là, on finit simplement sa préparation aussi en Calédonie. Ça fait 2 ans qu'il est licencié chez nous et il est totalement prêt pour pouvoir faire ce combat et défendre et garder la ceinture de champion de France. Pour Nicolas Dion, qui a passé une partie de son enfance en Nouvelle-Calédonie, boxer ici, c'est un peu comme boxer chez lui. Païta, c'est mon club, donc quand je viens ici, je suis toujours heureux. Voilà. Après, avec Henri, la famille Bastien qui œuvre beaucoup pour moi depuis que je suis en France, depuis que je suis passé pro. Maintenant, on passe une étape, on voudrait le défendre et montrer que c'est moi le champion pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Le message est clair, Nicolas Dion n'est pas là pour se promener et il fera tout samedi pour conserver son titre de champion de France. On va essayer de respecter l'implantation, comme ça tu n'auras pas d'entretien à la maison. Juste voilà, des épaisseurs un tout petit peu en dessous, pas que ça te tasse ici sur les épaules. Ok, c'est parti. Sexy, viril ou pratique, les barbes sont de retour depuis quelques années sur le visage des messieurs. Un phénomène de mode à tel point que le groupe australien que vous entendez ne fait que des chansons sur les barbes. Alice, barbière à Nouméa, nous a donné rendez-vous dans son salon, entièrement dédié à l'esthétique masculine. Les hommes aujourd'hui, ils aiment bien prendre soin d'eux parce qu'ils en ont envie, parce que leur femme leur recommande, parce que la société est de plus en plus vers l'homme moderne qui prend soin de lui. Il n'y a pas de style d'homme en particulier, il y a vraiment de tout. Il y a un mec de 30 ans qui vient pour des premiers conseils pour la barbe. Il y a des chefs d'entreprise qui veulent venir pour se raser ou pour garder la barbe aussi parce qu'ils ne veulent plus le faire chez eux. C'est un endroit déjà réservé aux hommes et je pense que c'est plus le lieu, l'atmosphère. On n'a pas l'impression d'être au quartier latin. Le métier ancestral de barbier retrouve une nouvelle jeunesse dans le monde entier, en gardant son esprit et ses outils vintage. Le tout est d'être faussement négligé, classique, mais moderne. Tous les mecs veulent une gueule de mec. Visage carré, barbe carrée, ils veulent ressembler à des bonhommes. Donc là, il n'y a pas 36 solutions, il faut respecter le carré. Donc c'est bien d'aller voir le barbier une fois de temps en temps pour suivre, faire un trait, et ensuite tu suis chez toi. Évidemment, si tu laisses 3 semaines à l'abandon, là, tu ne pourras pas suivre les traits. Donc j'ai des clients qui viennent toutes les semaines parce qu'ils n'ont plus envie de s'embêter avec ça. Et il y en a qui viennent juste tous les mois quand ils font la coupe, on fait juste là, voilà.
Un mec qui dit tout le temps « Oh, au pire, si tu me coupes les cheveux, que ça, tu rates, ça repousse, la barbe, il va être bien comme ça. Attention !» Et voilà, moi aussi je me suis laissé tenter par ce moment agréable pour que la corvée du matin devienne un réel moment de plaisir. Porter la barbe, c'est très tendance depuis quelques années, mais encore faut-il l'entretenir, comme nous l'a expliqué Alice. Au départ, on a voulu avoir des parcelles parce que comme on habite dans les tours de Saint-Quentin, donc tu sais que c'est entre 4 murs, quoi. Comme Jean-Pascal, plusieurs familles habitant dans des immeubles de Nouméa peuvent bénéficier d'un petit lopin de terre. Ils peuvent y cultiver leurs propres fruits et légumes. Une participation de 1 000 francs par mois leur est demandée. Ces parcelles, qui sont attribuées par la mairie de Nouméa, sont de plus en plus nombreuses. On est à Rivière-Salée, secteur de Rivière-Salée, la rue Chateaubriand, on appelle le site de Chateaubriand. Et ici, en fait, en juin vont être livrées les 36 futures parcelles à cultiver de la ville de Nouméa. Ce dispositif répond aux besoins des familles de s'approprier la terre. Donc après le boulot, tu rentres, tu ne sais pas tu fais quoi. Donc on a voulu le louer parce que nous, on vient des îles et puis de Brousse, donc on est un peu abusé. On ne peut pas laisser la terre, on ne peut pas rester comme ça sans toucher la terre. Comme c'est notre truc, quoi, c'est notre culture. Des bouts de terrain qui contribuent à l'équilibre alimentaire de la famille, mais pas seulement. Comme ça nous évite un peu, ça nous fait des économies aussi. Au niveau des légumes, que ça évite d'aller au marché tout le temps, voilà, on achète. Des fois on partage quand il y a un peu avec la famille. Pour l'heure, des jardins familiaux existent aussi dans d'autres quartiers de Nouméa, à Normandie, à la vallée du Tyr et à Caméré. La nouveauté à la Rivière-Salée, c'est que 6 parcelles aménagées seront attribuées aux personnes en situation de handicap d'ici le mois prochain.